Merci, merci. Je commence par le clinamen qui a été déjà évoqué 2 fois lors de ce colloque. Le clinamen, c'est-à-dire cette infime inclinaison. Je vais vous rappeler les bons souvenirs du collège. C'est pour ça que c'était très important que j'ai ces quelques images. Une ellipse, c'est l'intersection d'un cône de révolution par un plan. Et si le plan est bien perpendiculaire à l'axe de l'ellipse, vous avez un cercle. Quand vous coupez, donc l'axe de révolution est ici, si vous coupez bien perpendiculairement, eh bien vous avez un cercle. Évidemment, un cercle, ça ne se représente pas facilement, en général on les voit en perspective, mais si le plan qui coupe est très légèrement incliné, vous passez du cercle à un cercle déformé, qui ressemble à un cercle mais qui n'est pas très parfait. Enfin, il a l'air un peu louche, et si ça s'aggrave, ça devient une ellipse. Donc, légère inclinaison du plan de coupe. Ça, c'est la façon la plus simple d'avoir une sorte de traduction du clinamen de Lucrèce. Alors, j'espère que je ne me trompe pas et que je vais pouvoir vous montrer comment on peut également faire une autre démonstration de clinamen. Ça doit être ça. Non, ce n'est pas ça. Si. Voilà. Bon, c'est la même représentation. Au passage, l'ellipse, donc en haut le cercle, l'ellipse dont je viens de parler, la parabole qui est un cas particulier, qui est une coupe avec un parallélisme avec un des axes, une des génératrices du cône, et l'hyperbole qui va couper en 2 parties parce que le cône, on peut le prolonger dans les 2 directions, et à ce moment-là, vous avez une hyperbole. Ellipse, parabole, hyperbole, après le cercle. On te demande d'allumer ton écran, je ne comprends pas très bien la demande. Ton micro. Ton micro n'est pas branché. Je vais faire si vous voulez. De toute façon, je vais rester là. Donc, la troisième figure est importante. Elle est toute simple. Ah oui, il faut que je... Voilà. C'est très simple, mais ça va être très utile, ce cercle. Imaginez... Alors, je vais avoir quand même besoin du micro. Bon, je vais parler un peu plus fort. Imaginez que ce centre se décale très légèrement, infiniment légèrement. Donc, si vous voulez vous rester centré, vous êtes obligé de dédoubler le rayon. Mais comment vous allez décrire une figure avec 2 cercles, avec 2 centres? Eh bien, il faut rester fidèle à l'idée du rayon du cercle, c'est-à-dire lui garder une longueur constante. Et il faut donc que si vous avez un deuxième rayon, avec un deuxième centre ici, il faut que la somme des 2 rayons soit constante. Et c'est ça la définition habituelle de l'ellipse. C'est comme ça que les jardiniers dessinent une ellipse. Ils plantent 2 piquets et ils mettent une corde attachée aux 2 piquets. Donc, comme la corde est attachée aux 2 piquets et que la corde n'est pas extensible, vous avez une longueur, la somme des longueurs est constante. C'est ça aussi l'autre représentation du clinamen. Et vous dessinez une ellipse, soit presque un cercle, soit carrément, à la limite, quand les foyers s'écartent, l'ellipse devient tellement aplatie que vous ne reconnaissez presque plus une figure circulaire, c'est presque un segment de droite. D'ailleurs, le lien entre le cercle et la droite, et c'est pour ça que le clinamen de Lucrèce et mes représentations circulaires sont finalement assez voisines, parce que le cercle avec un rayon infini devient une droite. L'intérêt de l'ellipse, c'est quoi? C'est finalement... Alors, je vais revenir pour vous la remontrer encore une fois, une dernière fois. L'intérêt de l'ellipse, le charme de l'ellipse, si je puis dire, le charme discret de l'ellipse, c'est qu'on croit voir quelque chose qui ressemble à un cercle, puisqu'il y a encore un centre de symétrie, avec 2 axes, le grand axe, le petit axe,
mais les foyers, on ne les voit pas. On sait en gros qu'ils sont de part et d'autre du centre de symétrie, mais on ne peut pas les localiser. On peut les calculer, mais on ne peut pas les localiser précisément. Voilà. Non, c'est pas tout. C'est pas tout. Alors, je vous rappelle que la Terre ne décrit pas un cercle autour du Soleil, mais c'est presque un cercle. D'ailleurs, le deuxième foyer autour duquel nous tournons est tellement proche du premier, c'est-à-dire du centre du Soleil, qu'en fait, ce deuxième foyer est dans le Soleil. Et la plupart des planètes, les planètes que nous connaissons, les nôtres, si je puis dire, c'est un peu pareil. La Lune, par rapport à nous, c'est également un peu pareil. Alors, il y a, cela dit, des comètes. Les comètes décrivent des ellipses très aplaties, notamment la célèbre comète de Halley. Alors, ceci m'amène à une citation de Stanislas Breton, qui résume cette affaire astronomique. Jusqu'à Kepler, le cercle a régné sans conteste dans la pensée du philosophe et des premiers savants. Tout était rond dans notre petit monde. À cette béatitude du circulaire se substitue l'ellipse de Kepler. Travaux de 1609. Par ailleurs, oublions la géométrie, on y reviendra, mais par ailleurs, vous le savez, ellipse, parabole, hyperbole sont trois figures de rhétorique. Pourquoi ? Alors, ma première réaction a été de penser que finalement, comme les Grecs étaient géomètres, ils ont pris ces noms de la géométrie pour ces trois grandes figures de rhétorique. En réalité, c'est le contraire. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec cela, c'est parce qu'en jouant, en circulant sur une ellipse ou en circulant sur une parabole ou une hyperbole, une certaine surface s'affaiblit dans l'ellipse, reste constante dans la parabole et s'agrandit dans l'hyperbole. Donc au fond, c'est les termes de la rhétorique qui ont été utilisés par les géomètres qui ont étudié les premiers, les coupes d'un cône de révolution. Autrement dit, c'est la rhétorique qui a prêté ces termes aux géomètres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand même, ces figures de rhétorique vont entretenir avec l'espace une connivence. Mais rentrons un instant dans la rhétorique. Qu'est-ce que c'est qu'une ellipse en rhétorique? Au début, c'est pas grand-chose. Si vous consultez les dictionnaires, c'est au fond une manière d'orner votre discours ou de le rendre plus rapide, plus pratique. Au lieu de dire « heureux qui comme Ulysse », il faudrait dire attendez, je vous donne la forme grammaticale juste, c'est « est heureux celui qui ». Est heureux celui qui. Bon, c'est un peu maladroit. Donc, heureux qui comme Ulysse. Mais ça, c'est le premier degré de l'ellipse. L'ellipse, je vais la définir d'une manière un peu plus rigoureuse en disant que un discours elliptique, c'est un discours qui suggère au lecteur ou à l'auditeur, pour le séduire ou pour l'inquiéter, des distances, des écarts, des tensions. Tout ce qui hante les mots. Et alors, cette capacité d'écarteler à partir de son centre de symétrie et d'assigner allusivement, subtilement, deux foyers au discours, ça, c'est le recours à l'ellipse. Donc, figure subtile de la métaphore qui ne déplace pas simplement pour illustrer ou pour orner, mais pour souligner, pour suggérer. Autrement dit, l'ellipse dérange. Et c'est en particulier la forme de l'oxymore qui est la plus caractéristique, la plus centrale dans l'ellipse, l'oxymore. Alors l'oxymore, là aussi, il y a des degrés. Il y a des oxymores qui sont un peu simplistes. Pardon de faire ce rapprochement, c'est évidemment pas du tout négatif à l'égard de Héraclite, mais quand Héraclite, appelé d'ailleurs l'obscur, dit que tout mot est hanté par son opposition, ou encore quand Pascal dit il y a clarté à trouver dans l'obscurité, eh bien, effectivement, il est mieux, plutôt que de dire une faible clarté, de dire une obscure clarté. C'est un pas de plus.
parce que justement, ça fait comprendre qu'il y a de l'obscur, qu'on ne peut comprendre la clarté qu'à partir de l'obscur. Mais il y a des formules beaucoup plus subtiles d'oxymore, et je vais commencer à un deuxième degré par des formules amusantes. La célèbre formule « je t'aime, moi non plus ». Il y en a une autre que je trouve plus amusante encore, c'est celle de Salvador Dali. Enfin, on l'attribue à Salvador Dali, que je vous lis. Picasso est espagnol. Moi aussi. Picasso est un génie. Moi aussi. Picasso est communiste. Moi non plus. Vous voyez, c'est l'énumération. C'est pour ça que ce n'est pas seulement dans le mot que l'ellipse se trouve, mais dans l'énumération, et je dirais plus généralement dans le contexte. Et Jean Baudrillard, d'ailleurs, faisait aussi des ellipses sophistiquées en expliquant que quand on dit « je t'aime », à la fois on dit qu'est-ce que l'on dit? Est-ce que c'est l'amour possession ou l'amour bienveillant? Mais plus profondément, il disait est-ce que c'est « je t'aime toi » ou est-ce que j'aime le discours? Et ça, je trouve que c'est déjà plus intéressant, parce que c'est découvrir un foyer qui est incommensurable. Alors, je vais en prendre encore un dernier exemple que François Julien m'a soufflé avant-hier, qui est la formule d'Adorno. Das Leben lebt nicht. Das Leben lebt nicht. La vie ne vit pas. Ça, c'est très subtil. Parce que, qu'est-ce que cela fait percevoir, cette ellipse? C'est que la vie n'est pas le vital, c'est que le vivre n'est pas le vécu, que l'autre foyer de la vie n'est pas la mort, ou pas seulement la mort, mais plutôt ce qui empêche la vie, ce qui la rabat. Et vous voyez, c'est ce second foyer qui, en remplaçant le simple négatif, non en dehors de la vie, mais en son espace propre, qui se reflète d'une façon immanente dans la vie, qui permet de frayer une nouvelle voie, par exemple vers ce que François Julien appelle une seconde vie ou encore l'inouï. Donc, si je donne à l'ellipse, au discours elliptique, un sens élargi, cela présente une puissance philosophique singulière. Parce que nous n'avons pas les moyens, dans la langue ordinaire, de dire l'espace. Nous sommes obligés de passer dans l'espace. Et c'est là où je vais avancer une formule un peu brutale. L'ellipse permet une traduction spatiale des processus temporels, et en particulier des rencontres, et plus généralement des processus qui ont une seule dimension. Je vais essayer d'être un peu plus concret que cette formule très abstraite. Regardez vos montres, le cadran de vos montres, si elles ne sont pas numériques. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une aiguille, celle des minutes, qui fait un tour et qui met dans la figure du cercle, qui met le temps. Vous avez d'ailleurs 3 aiguilles, l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes, et éventuellement l'aiguille des secondes. Vous n'avez pas l'aiguille des siècles, parce que ça ne vous est pas utile, mais on pourrait l'imaginer. Donc, en fait, l'horloge, la montre, met dans l'espace, dans un espace à 2 dimensions, la linéarité du temps, une certaine forme, en tout cas linéaire du temps. Et alors, pour vous faire rêver encore, pour vous troubler encore, imaginez une montre qui soit elliptique. Alors, il y a la forme, disons, élémentaire de l'ellipse. Les bijoutiers vous offrent des montres qui sont elliptiques, mais les aiguilles tournent à partir du centre de symétrie de l'ellipse. Ça, c'est l'usage simpliste de l'ellipse. Quel serait l'usage subtil d'une montre elliptique? Ce serait de mettre les 2 foyers et d'avoir 2 aiguilles rattachées, qui circulent le long de l'ellipse, rattachées aux 2 foyers. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, vous pourriez avoir une montre qui vous dirait à tout instant « Je t'aime, moi non plus ». Vous auriez une grande aiguille par moment et une petite aiguille à d'autres moments. C'est un peu comme la marguerite qu'on effeuille d'ailleurs, vous savez. Bon, j'en ai fini avec les métaphores. J'en arrive à... Alors, heureusement, j'ai des
j'ai des amis dans la salle qui vont me permettre de gagner beaucoup de temps et d'aller presque par un saut vers la conclusion. Mais tu m'arrêtes dès que j'approche de 25 minutes. Tu as encore 10 minutes, largement. 10 minutes? Ah oui. Bon. Alors, comment j'ai découvert l'ellipse? Eh bien, tout simplement en devenant médiateur il y a 10 ans. Je n'ai pas découvert l'ellipse en fréquentant François Julien. C'est bien de fréquenter les philosophes, mais j'avais une pratique de médiateur. Et qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? C'est quelqu'un qui écoute deux personnes. Vous le savez, et je vais aller vite parce que Bertrand Delcourt va nous expliquer ça tout à l'heure. C'est écouter deux personnes. Commençons par quelque chose de plus simple encore que la médiation. Quand vous vous rencontrez dans cette salle, par exemple, deux personnes se rencontrent. L'une parle à l'autre, l'autre lui répond. Comment se représenter cette rencontre? Eh bien, chacun va avoir une attention à l'autre. Et donc, pendant 1 minute, 2 minutes, on pourrait décrire leur attention par la distance. On pourrait dire, j'écoute François Julien, et donc pendant 1 minute ou 2, je tourne autour de lui en lui consacrant une attention constante. Et j'espère que lui, c'est pareil. Et puis au bout d'un certain temps, un autre vient nous interrompre, ou tout d'un coup, on a l'impression, lui et moi, à peu près en même temps, si possible en même temps, qu'on a dit ce qu'on avait à se dire, et on s'écarte. Donc on peut se représenter les interactions de ce genre. Mais dans une médiation, c'est beaucoup plus central. Dans une médiation, si vous voulez la réussir, il faut que les deux médiés comprennent, ressentent à tout instant qu'il n'y a pas que l'on écoute l'un et l'autre, et qu'on les écoute également, en reprenant un terme qu'introduit Freud pour la psychanalyse, gleichschwebende Aufmerksamkeit, bien constante attention. Dans une médiation, il faut avoir, pendant le temps de la médiation, une attention constante. Sinon, vous perdez votre crédibilité. Sinon, vous détruisez la symétrie. Sinon, vous ne donnez pas un exemple de ce que, justement, vous espérez que les médiés vont faire eux-mêmes, sous votre bienveillante attention. Et donc, si on avait une montre de médiation, il faudrait... Évidemment, on ne peut pas écouter les deux également. Il y en a un qui prend la parole, on écoute plutôt celui qui prend la parole dans une médiation, tout en regardant du coin de l'œil celui qui écoute. Vous voyez, l'attention, elle est... Quand je dis attention, c'est pas seulement l'écoute, c'est au sens large, c'est les yeux, l'attitude, les froncements de sourcils et évidemment l'écoute des oreilles. Donc, quand l'un parle, il faut que l'autre, vous le surveillez du coin de l'œil, et il faut que, quand l'autre parle, ce soit un peu la réciproque, la même chose, enfin, une sorte d'équivalent, mais il faut que, globalement, au bout d'1 heure, la fameuse horloge elliptique dont je vous parlais vous dise « oui, tu as écouté aussi bien l'un que l'autre ». Et je vous assure que parfois, c'est pas facile, parce que quand l'un des médiés répète pour la 4e fois la même chose, il faut quand même avoir l'air de l'écouter avec bienveillance. Je n'en dis pas plus sur la médiation, puisque Bertrand Delcourt va en parler. Alors, on pourrait peut-être voir qu'est-ce que ça donne dans la psychanalyse, hein, la fameuse... Tout cela, d'ailleurs, cette fois-ci, vient de François Julien, qui m'avait passé ce magnifique livre, Les 5 concepts de la psychanalyse, qui m'a permis de passer de son analyse critique et profonde de Freud à une analyse de la médiation. À partir de là, je suis passé, par une transition assez normale, à une écoute centrale, même fondatrice, pour reprendre les termes de mon prédécesseur, de l'écoute, le dialogue entre Ponce Pilate et Jésus-Christ. C'est 2 remarques, puisque je ne vais pas en parler. La première, c'est que ça commence comme un juge, comme un tribunal. Ça passe à une position de médiation. Ponce Pilate essaye de médier, essaye de jouer les médiateurs entre le tribunal et Jésus. Et puis ça se termine comme un témoin au sens aristocratique du terme. J'accompagne mon ami vers la mort. Donc c'est une séquence très passionnante, très riche, 1000 fois commentée. Et effectivement, comme l'a dit admirablement bien Gérard Bourdin, c'est pour ça que je ne vais pas le répéter. Bernard Bourdin, comme l'a dit très bien Bernard Bourdin, ce qui va apparaître, c'est la décoïncidence des 2 royaumes.
Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors on pourrait prolonger cela par ce qu'a écrit dans Ressources du christianisme François Julien. Je vais quand même le citer parce que c'est à mon avis plus important encore. Dans Ressources du christianisme, ce que signifie dans Jean la royauté qui est du Christ et qui n'est pas de ce monde, et que le sujet décoïncide nécessairement avec le monde. C'est en existant ainsi qu'il peut passer du régime de Psyché, de l'attachement à son être vital dans le monde, à Zoé, la vie surabondante, parce qu'excédant effectivement la mesure de ce monde. Donc vraiment, cette figure, cette rencontre, elle est vraiment une sorte d'initiation à la décoïncidence. Heureusement, je peux passer au cœur. Mais là, le cœur, il va être obscur. Il va être obscur parce que... Bon, je vais commencer par une chose tellement banale que là, au moins, il y a quelque chose de solide. Évidemment, s'il y a de l'ellipse, c'est parce qu'il y a de l'écart. Bien, vous en doutez. Et cet écart constitutif de l'humain a été évoqué d'innombrables façons au niveau du sujet. C'est une formule ressassée, c'est « je et un autre », ou encore, comme ça a été rappelé hier, la formule de Shakespeare, « I'm not what I am ». C'est le thème du double dans la littérature, c'est les instances freudiennes, le moi, le surmoi, le soi, le ça, Bon, tout ça, je ne vais pas l'écarter, mais pour moi, ça constitue le foyer identitaire. C'est-à-dire, dans l'ellipse, ce qui va permettre de dire simplement qui on est dans la vie courante. Qui on est. Alors ce foyer identitaire, il est évidemment... c'est pas un point. Il y a une clé d'identité, puis après il y a un usage, il y a le curriculum vitae, il y a l'usage que l'on fait de cette identité dans le monde professionnel. Il y a même des choses plus subtiles encore qui se sont développées extraordinairement avec les nouvelles technologies, les personnages que l'on joue. Nous avons des personnages. D'ailleurs, en médiation, les médiés jouent souvent des personnages. Il faut les amener, d'ailleurs, en profitant de ces personnages, à se rapprocher l'un de l'autre. Donc, il y a des personnages et ça nourrit toute une forme de création littéraire notamment. On a en permanence l'occasion de jouer avec ces différents jeux. Et je le dis dès maintenant, parce que j'y reviendrai dans une minute, les créations, la littérature notamment, vont se nourrir de ces personnages, de ces identités, de ces variables identitaires qui ne sont pas l'essentiel. Et dans ce cas-là, quand elle joue avec ça, c'est ce que Sartre appelait avec un certain mépris la prose. Mais alors l'autre foyer, je fais l'hypothèse qu'il y a un autre foyer, qui est un autre amas. Le foyer, ce n'est pas un seul point. C'est pour ça que je parlais du charme discret de l'ellipse, c'est que c'est plusieurs points en réalité. C'est un nuage de points. Alors l'autre foyer, c'est quoi? Comment on l'appelle d'abord? Alors ça, je n'ai pas trouvé de nom. Est-ce que c'est l'intimaire, pour dire que c'est à la fois l'identité et l'intime? Mais ça ne peut pas, parce que l'intime, c'est quelque chose qui vit dans la rencontre. Donc je n'ai pas trouvé de mot. De toute façon, c'est un foyer qui ne va se dessiner qu'en creux, d'une façon virtuelle, furtive, qui n'est pas accessible directement à la conscience. Et là, je cite Merleau-Ponty, « Ce que je comprends ne rejoint jamais exactement ma vie et ne fait jamais un avec moi-même. » Bon, c'est dans Phénoménologie de la perception. Autrement dit, ce second foyer, il ne s'aperçoit que dans la tension avec autrui et avec l'autre, plus précisément. C'est donc ce qui nous constitue. Nous sommes constitués selon ce deux foyers, le foyer visible, perceptible de notre identité, objective, mais avec laquelle nous jouons, et un foyer invisible, inaccessible, ou seulement par fragments, dans certains moments ou dans certains échanges intenses. Et c'est cet écart entre deux foyers de nature différente, l'un complexe mais perceptible, l'autre furtive, invisible et inouï, qui peut être représenté par une ellipse. Alors évidemment, l'ellipse, elle vient du fait que c'est là où ça devient compliqué. Au fond, François Julien nous parle d'écart, mais c'est un peu linéaire l'écart. À quoi ça sert d'avoir un écart? Or moi, mon hypothèse, c'est que
Quand je rencontre quelqu'un, ben en gros, je fais un cercle et l'autre fait un cercle autour de moi et on se crée comme ça. Et si ça reste superficiel, c'est deux cercles qui se croisent. Mais la rencontre, elle n'opère que l'autre, quand il me rencontre, me fait pressentir, m'émeut, me trouble, me crée une faille en me faisant apercevoir mon deuxième foyer, mon second foyer. C'est ça la vraie rencontre. C'est l'autre me sert à aller, comme ça a été dit par Darras hier, à aller le plus loin en moi. Aller le plus loin en moi, c'est ça la rencontre, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit d'amitié intense, ou qu'elle soit d'éblouissement devant ce qui est créé. Quand on rencontre une œuvre faite, même si elle n'est pas finie, quand on rencontre un grand texte littéraire, c'est parce qu'on va au plus loin de soi. Donc, c'est ça, cette image de l'ellipse. On se rencontre par ellipse, sinon on tourne en cercle. Et on s'écarte très vite. J'ai encore 3 minutes. 2,5. 2,5. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la littérature, pour moi, il y a 2 niveaux. Il y a la prose et la littérature qui va à l'essentiel, selon Georges Bataille, ou selon Sartre. Bon. Sartre n'ayant d'ailleurs, à mon avis, au terme littéraire, n'ayant que frôlé la littérature et étant resté justement dans la prose. Mais ça, c'est une autre affaire, c'est pour être désagréable au passage. Bataille m'a beaucoup ému, aussi bien dans les essais que dans son écriture, parce que lui est vraiment celui qui m'a fait comprendre que dans la littérature, il y avait la littérature de voyage, la littérature de divertissement, et il y a la littérature qui va à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que cette littérature qui va à l'essentiel? Là, j'ai pas le temps, je voulais parler de 2 œuvres qui, à mon avis, vont à l'essentiel. La première, c'est la saga de Elena Ferrante, dont je trouve qu'elle est, quand on peut la rapprocher d'un magnifique roman de Marguerite Duras, Le ravissement de l'Olvestein. Il y a dans cette immense saga de 2000 pages une sorte de déploiement du ravissement de l'Olvestein, qui est très difficile à lire d'ailleurs. Souvent, d'ailleurs, l'ellipse, c'est ça qui la rend charmante, c'est une énigme éternellement renouvelée. Bref, dans cette saga de 2000 pages, j'ai cru voir que Lila et Elena jouent à l'ellipse toutes les deux, et que Lila rend la vie impossible à Elena, mais la transforme et lui permet d'accéder à une seconde vie. Je n'ai pas le temps d'en dire plus. Le deuxième exemple, je vais vous recommander sous forme d'expérience, c'est un roman de Simenon, qui s'appelle La neige était sale, et qui a été mis en film quelques années après, sous le même nom. Ça, c'est de la prose. Ça, c'est de la littérature. J'en dis pas plus. Regardez le film d'abord. Vous allez aimer, c'est bien. C'est un vrai Simenon, c'est un roman noir, un roman dur. C'est très bien. Peut-être vous aurez vu l'essentiel, peut-être pas. Et si vous ne l'avez pas vu, lisez cela et vous verrez, d'une manière très discrète, apparaître un second foyer. Je vous remercie.